Voici maintenant l'histoire tragique d'un papa et de sa petite fille. Il emmène sa petite fille de 2 mois à l'hôpital parce qu'il trouve qu'elle ne va pas bien. Elle ressortira handicapée à 80%. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Vous vivez des situations similaires, le docteur Courtois peut vous aider bien évidemment. Vous nous appelez au 0826 107 109, 0826 107 109 ou bien internet tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous accueillons maintenant Eric et sa compagne Ingrid. C'est un père révolté qui nous rejoint. Il veut des réponses pour sa fille Samantha, handicapée depuis 12 ans. Pendant 1 mois, tous les jours, on allait voir la petite pour savoir si elle était décédée ou pas. L'hôpital ne bouge pas. Nous allons intervenir. Je ne crois pas qu'en France, en 2006, quand un bébé de 2 mois arrive et qui ressort handicapé à 80% parce qu'il n'y a eu aucun soin, je ne peux pas croire que le directeur ne prenne pas son téléphone pour au moins s'expliquer avec le père. Pour sans aucun doute, c'est une douloureuse affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Eric. Bonsoir Ingrid. Eric, qu'attendez-vous ce soir de cette émission sans aucun doute? De pouvoir essayer que cette affaire soit terminée, de savoir la vérité sur ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, et que cette petite soit indemnisée comme ça doit être fait, malgré tout ce qu'elle a subi. Ingrid, vous êtes la compagne de Eric. Dans quel état psychologique est-il aujourd'hui? C'est un homme qui est brisé, c'est un homme qui est en colère, c'est un homme... Écorché, il est brisé. Je veux dire, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, et ça fait 5 ans que je le vis avec lui. Hein. C'est très difficile à gérer, parce qu'on ne peut pas en parler. Dès qu'on en parle, je veux dire, il s'énerve, je le comprends, hein, j'ai des enfants moi aussi. Je veux dire, là, ça fait 12 ans et ça peut plus continuer comme ça, quoi, pour lui. Quand les dernières expertises arrivent, celles qui sont quand même accablantes, hein, nous y reviendrons avec le docteur Courtois, et que là, vous essayez d'avoir un dialogue avec les gens responsables, est-ce qu'au moins ils disent, écoutez monsieur, c'est vrai, voilà, on va vous expliquer? La seule chose de bien, ce qu'ils trouvent à me dire, c'est on ne connaît pas le dossier. Je trouve ça quand même assez bizarre, quoi, je veux dire, parce qu'une affaire de 12 ans, qui a duré, qui a eu des expertises, il y a eu pas mal de médecins dessus. Personne n'est capable de vous en parler. Alors très rapidement, docteur Courtois, parce que je voudrais qu'on voit le reportage avant de retrouver notre journaliste, s'il le faut en duplex, et de donner des coups de fil. Ce que l'on conseille à tous les parents qui ont des enfants en bas âge, c'est que dès qu'il y a des signes dits de gastroentérite, des vomissements, de la diarrhée, etc., c'est d'emmener le petit aux urgences, où là, immédiatement, on l'hydrate, on perfuse, comme ça, on est sûr. Tout à fait, parce que le premier geste, le pédiatre a dit on la garde. Et on la garde en observation. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait qu'observer sans rien faire. Pendant 7 heures, pas de réhydratation. Et on s'apercevait, si vous voulez, qu'effectivement, elle se déshydratait au niveau par la bouche, bon, par toutes les extrémités, et qu'il fallait immédiatement mettre une perfusion. Et même avant d'avoir fait un diagnostic plus précis, réhydrater cet enfant. Allez, regardons l'enquête maintenant. Elle est signée Laurence Loventhal et nous essaierons d'avoir des explications. Regardez bien les différentes expertises, et notamment les dernières, hein, qui sont assez accablantes. Et essayons de comprendre pourquoi, à un moment donné, un hôpital aussi important que celui-ci ne prend pas la peine d'expliquer ce qui s'est passé et de réparer, plutôt que de dire, puisque c'est ça, partons en justice pour des années et des années. Certes, à un moment donné, c'est vrai que la justice fera bien son travail, mais ça ne rendra pas à ce monsieur les 12 ans qu'il est en train de passer, et surtout la vie qu'on a peut-être gâchée définitivement à sa petite fille. Nous regardons l'enquête avant les coups de fil. 1994. Eric et sa compagne ont 21 ans. Ce 2 septembre est un grand jour, ils sont parents pour la première fois. À 9h, la petite Samantha pousse son premier cri. C'est une nouvelle vie à 3 qui commence. Cette photo est la dernière de cette période enchantée. Sur les épaules de son papa, Samantha a 2 mois. Dans quelques jours, la petite famille sera cruellement frappée. Sur le coup, il y a tout qui s'arrête, on ne sait plus. On est complètement perdu. On ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. 6 novembre 1994, début de soirée. La petite Samantha n'a pas bonne mine. Inquiets, ses parents décident de se rendre aux urgences dans un grand hôpital spécialisé en pédiatrie, proche de leur domicile. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les yeux rouges. Ce réveil mou, ces yeux rouges, ces pleurs pas comme d'habitude. Ça m'a fait me poser des questions. J'ai eu l'impression qu'elle avait comme un coup de fatigue, quelque chose de pas clair, quoi. Je veux dire... Et par sécurité, je l'ai emmenée aux urgences. J'ai préféré l'emmener aux urgences. 20h30, la petite fille est examinée. Le pédiatre ne remarque rien d'alarmant. Par précaution, Samantha est gardée en observation pour la nuit. 22h30, son état de santé se dégrade. Vomissements, diarrhée, gémissements. Les parents réclament la visite d'un médecin.
À 23h, il arrive enfin. Et en fait, ce médecin, c'est un interne qui fait un diagnostic rapide sur la petite, qui décèle un ballonnement abdominal. Moi, je lui demande qu'est-ce qu'il en est. Il me dit, c'est pas grave, monsieur, ne vous affolez pas, il n'y a rien de grave du tout. Rassuré, Eric rentre chez lui. La maman reste auprès de son bébé. Les heures passent, mais l'état de Samantha empire. Anxieuse, la mère alerte les infirmières à plusieurs reprises. Durant 7 longues heures, aucun médecin n'examinera l'enfant, contrairement à ce que l'hôpital affirmera ultérieurement. On vous dit que les médecins sont passés dans la nuit, on vous dit que les infirmières sont venues à 2h, 4h30, 5h30. Donc je ne comprends pas qu'avec le passage de ces plusieurs personnes, comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a été foutu de voir que la petite était en train de se déshydrater. Donc il y a 2 solutions, c'est où ces personnes ne sont pas passées, ce qui expliquerait l'état de déshydratation et ce qui est arrivé le matin, ou alors elles sont passées, mais c'est vraiment qu'on a affaire à des personnes incompétentes. La fillette est en fait victime d'une gastro-entérite. Elle a déjà perdu 10% de son poids. Il lui faut en urgence une perfusion pour la réhydrater. Mais pour cela, encore eût-il fallu poser le bon diagnostic. Au petit matin, Samantha est dans un état désespéré. Il est 7h15 quand Eric franchit la porte de la petite chambre. Sa fille a disparu. Personne ne savait où était ma fille. Et qu'arrivé au bout d'un moment, entre les ascenseurs, on a réussi à la croiser, sous bulle, pleine de fils. Pour moi, elle était déjà décédée. J'ai rien compris. J'ai pas compris. L'enfant est transféré de toute urgence dans le service de réanimation, mais il est déjà trop tard pour la petite Samantha. Elle sombre dans un profond coma. Le verdict des médecins est effroyable. Au bout des 21 jours de coma, quand la petite ne se réveillait toujours pas, il nous a dit finalement, votre petite, ça sera un légume. Donc je vous conseille, entre parenthèses, c'est vous qui voyez, ça, pour débrancher la machine, et que la petite décède. La machine a été débranchée. On nous a dit que dans 48 heures, la petite, normalement, décéderait. On nous a fait prendre rendez-vous à la morgue, tout ce qui s'ensuit. Et au bout de 48 heures après, la petite a réussi à respirer sans respirateur. Et ça a été comme ça pendant 1 mois. Pendant 1 mois, tous les jours, on allait voir la petite pour savoir si elle était décédée ou pas. Et finalement, elle n'est toujours pas décédée. Samantha est en vie, mais son cerveau a été privé d'oxygène. Les lésions sont irréversibles. Elle restera handicapée à 80%, un drame épouvantable qui frappe la famille de plein fouet. Le drame dans tout ça, c'est de savoir, et le vivant, quoi, de savoir que si cette petite elle avait été perfusée, je ne serais pas là aujourd'hui à parler de ça. C'est ça que je n'accepte pas. Je veux dire, pour une perfusion, je n'accepte pas. Une simple perfusion aurait permis d'éviter le désastre. Retard mental, absence de langage, troubles de la vue et du comportement, Samantha est complètement dépendante pour tous les gestes du quotidien. Manger, boire, s'habiller ou se laver, la petite fille ne sera jamais autonome. Elle serait née handicapée, ça aurait été autre chose. Là, savoir que c'est à cause d'une personne incompétente, d'un service incompétent, que ma petite se retrouve dans un état irréversible, ça on n'encaisse pas. Tant de souffrance, tant de colère. Eric et sa compagne se battent corps et âme pour Samantha, mais s'éloignent l'un de l'autre. Malgré une autre fillette née 4 ans plus tard, le couple se sépare. La douleur a eu raison de leur complicité. Et le parcours du combattant ne fait que commencer. Il devient difficile de garder Samantha à la maison. Ni Eric ni sa nouvelle compagne Ingrid ne peuvent faire face. Pour se laver, elle a besoin de quelqu'un. Pour se changer, elle a besoin de quelqu'un. Pour aller aux toilettes, elle a besoin de quelqu'un. Pour s'amuser, elle a besoin de quelqu'un. Pour se diriger quelque part, elle a besoin de quelqu'un. Il faut une personne en permanence. En permanence. C'est un bébé. C'est un bébé qu'il faut s'occuper 24 heures sur 24. Depuis l'âge de 5 ans, Samantha est placée dans un établissement spécialisé. Son papa la voit un week-end sur 2, une situation de plus en plus mal vécue par toute la famille. Samantha devrait vivre avec nous, sa famille, ses frères et sœurs, les siens, quoi. Je veux dire, sa place est ici avec nous. L'Institut, il est bien, mais bon, c'est nous, sa famille, quoi. Je veux dire, quand on la ramène le soir, le dimanche soir, c'est clair que ça déchire le cœur à tout le monde, quoi. Chez les 2 petites sœurs de Samantha, c'est le même cri d'amour. Elle est gentille, elle est belle, je pense à elle et puis je l'aime très fort. J'aimerais bien qu'elle reste à la maison, ça me fait de la peine. Il est avec ses enfants, il est heureux, c'est clair quand il n'y a pas Samantha, il n'est pas heureux, quoi. Parce qu'il lui manque quelqu'un.
Et je veux dire, c'est clair que quand je le vois comme ça avec ses 4 enfants, là, il a sa famille. Tous réclament à corps et à cri le retour de l'enfant chéri. Pour cela, un logement adapté est indispensable, ainsi qu'une personne à temps plein pour s'occuper des soins quotidiens. Mais pour l'heure, Samantha n'a pas perçu 1 centime d'indemnisation. Les procédures en justice se succèdent depuis près de 12 ans. De dépôt de plainte en rapport d'expertise, les années passent et Samantha grandit loin des siens. Je veux bien que ça traîne, je veux bien que ça prenne du temps, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça soit clair, net, accepté, reconnu. Et voilà, je veux dire, là, ça fait 12 ans d'attente. Je pense qu'on a assez attendu, et moi et Sam. Depuis des années, Eric consulte régulièrement ses avocats, maître Missirli Monneray et maître Borgel. Un premier jugement est tombé en 2001. Les négligences de l'hôpital sont établies, mais les experts considèrent que ces négligences ne seraient pas la cause du lourd handicap de la fillette. Un coup dur pour Eric. Les gens ont besoin de savoir pourquoi. Tant qu'une victime ne sait pas pourquoi elle a subi un traumatisme quelconque, elle n'arrive pas à se débarrasser de sa douleur, si tant est qu'on puisse s'en débarrasser un jour. Eric continue le combat et fait appel. Cette fois, l'expertise demandée par le tribunal met clairement en lumière les erreurs de l'hôpital. La surveillance, les examens, le diagnostic et les soins apportés à Samantha l'ont privé d'une chance de recours à une thérapie appropriée. Une grande victoire après 12 années de procédure, l'espoir enfin d'être indemnisé. Les sommes en jeu sont très importantes puisque le préjudice est gravissime. Donc finalement, vous avez une intégrité physique qui est à jamais atteinte. Donc forcément, les sommes en jeu sont très importantes et effectivement, ça porte sur des millions d'euros. Dans quelques jours, l'audience en appel se déroulera. Mais aucun juge ne saurait répondre aux questions qui tourmentent Eric depuis tant d'années. Une vie foutue à cause d'une banale gastro-entérite. Pourquoi ? Comment ? C'est un papa en guerre qui revient sur les lieux du drame qui a frappé son enfant il y a 12 ans. Aujourd'hui, il exige des explications en caméra cachée. Aujourd'hui, j'avais une question à vous poser à vous. Oui. C'était combien on peut estimer le cerveau d'un enfant qui est marqué à vie? Ah ben ça, malheureusement, monsieur, je suis incapable de vous le dire. Il n'y a que les experts qui, à partir de, je dirais, du dossier médical et donc de l'expertise, peuvent... et là, il y a des... Vous voulez pas jeter un œil? Je voulais jeter un œil. Oui, non, mais... Ce représentant du service juridique a beaucoup de mal à dissimuler son malaise et ça ne fait que commencer. Moi, ce que j'aimerais savoir quand même, qu'on me réponde à ma question, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? À quel étage? Comment ça se fait que des gens sont venus dans une chambre, ils ne sont pas foutus de faire un diagnostic, parce qu'on ne parle pas d'une personne. Oui, oui. On parle de 5 ou 6 personnes, monsieur. Je suis navré, je comprends ce que vous devez vivre, monsieur. Non, vous ne pouvez pas m'imaginer, monsieur. Non, mais je... Mais n'essayez pas de vous mettre à notre place, vous ne savez pas ce que c'est une vie de couple gâché, un enfant handicapé, qu'on doit essayer de s'occuper malgré tous les problèmes de la vie actuelle. Vous ne savez pas ce que c'est, monsieur, et vous ne saurez jamais ce que c'est. Et je ne vous souhaite même pas de savoir ce que c'est. C'est inimaginable. Personne ne semble au courant du dossier. S'ajoute à cela une absence totale de compassion, aucune volonté de conciliation. Eric est abattu. On voit bien qu'on est encore seul et qu'il y a du je m'en foutisme total partout. C'est ce qu'on vit depuis 12 ans. Voilà, personne ne répond, personne n'est au courant de rien et personne ne sait rien. La politique de l'autruche. Ingrid, la nouvelle amie d'Eric, a fini par contacter l'émission. La douleur de son compagnon lui était de plus en plus intolérable. Le fait qu'elle soit pas à la maison, il le vit très mal. Très très mal. C'est une chose qu'il faut pas... Ça le touche plus qu'autre chose. Il pourrait y avoir n'importe quoi autour de lui. C'est Samantha, il a toujours tout fait pour elle de toute façon. Voilà, la ceinture. Ce soir encore, Samantha doit quitter sa famille. Il faut rentrer au centre. On se reverra dans 15 jours. Les adieux sont déchirants. Les petites sœurs ont des larmes plein les yeux. Eric raccompagne sa fille, la mort dans l'âme, en rêvant du jour où elle pourra grandir, s'amuser et dormir auprès de ceux qu'il aime. Une enquête menée par Laurence Loventhal pour Sans aucun doute. Ce qui est vraiment terrible, c'est de ne pas savoir. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un ne prenne pas ses responsabilités, même s'il n'est pas d'accord avec vous, mais qu'il passe du temps, que l'on refasse point par point, minute par minute, tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu au moins un listing de ce qui a été fait pendant qu'elle était en observation?
Alors, non, moi j'ai eu, soi-disant, j'ai eu des échos comme quoi il y a eu une échographie abdominale, pleine d'examens, que je ne pense pas qui ont été pratiqués, vu qu'elle avait à la base simplement vomi dans ses bronches. Donc ça a été décelé de suite. Ces examens sont apparus, j'ai même pas eu les résultats moi personnellement, il n'y a pas eu besoin de suivi, par contre on m'a dit, donc comme par hasard, ils pratiquent à des examens aux urgences, mais il n'y a pas besoin de suivi en observation. C'est troublant, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alors, il faut voir aussi les conséquences après psychologiques sur tout le reste de la famille. Vous, monsieur, votre couple visiblement en apathie, parce que je suppose que vous n'avez pas pu supporter la pression et ce malheur, ce qui fait que vous avez dû vous séparer de votre ex-compagne. Et aujourd'hui, les autres enfants réagissent comment? Ben, ils sont marqués, hein, je veux dire, l'accepter, je ne pense pas qu'ils l'acceptent, parce que bon, il y a l'école, ils voient d'autres enfants, ils voient bien qu'il y a un problème dans notre couple. Mais bon, cette histoire, c'est vrai que ça atteint aussi bien mon ancien couple que le nouveau. Je veux dire, c'est une blessure qui sera aggravée jusqu'au jour où moi je serai dans la tombe. Ça passera jamais, quoi qu'il fasse. Vous vous culpabilisez parfois, monsieur? Je me culpabilise dans le sens où j'ai eu le malheur, le plus grand malheur, de faire confiance à un interne. Parce que bon, surtout quand on est dans un des plus grands hôpitaux de France, réputés, avec soi-disant du personnel, du matériel, qu'il n'y a pas dans d'autres hôpitaux, il y a quand même de moins grandes choses qui arrivent comme ça. Je l'ai cru en sécurité. Et finalement, elle a payé de sa vie. Alors ouais, tout simplement. Beaucoup d'hôpitaux fonctionnent merveilleusement bien et ça se passe bien dans 90% des cas, mais les 10% où ça se passe mal, les conditions sont tragiques. Alors, docteur Courtois, revenons maintenant sur ces expertises. Déjà, mettons-nous à la place des téléspectateurs une nouvelle fois. Comment peut-on, lors d'une première expertise, dire que finalement, il n'y a rien d'anormal et puis retrouver quelques temps plus tard une expertise accablante? C'est la question que je me pose depuis des années, Julien. Moi aussi, parce que vous avez eu donc des expertises précédentes où on avait établi ce qui s'était passé, mais on n'avait pas fait le lien entre l'état actuel de Samantha et son problème de déshydratation. Ce qui veut dire, en fin de compte, on se lavait les mains et personne n'était responsable. Et heureusement, vous avez demandé une nouvelle expertise et vous l'avez obtenue. Ce sont des experts qui sont vraiment de notoriété nationale, parce que je les connais bien. Donc on s'appuie aujourd'hui, Julien, sur des conclusions qui sont totalement formelles. Sans reprendre ligne par ligne, parce que c'est souvent des termes très techniques, que dit cette nouvelle expertise? Il y avait effectivement un début de gastro-entérite, donc on ne s'en est pas occupé. On a simplement fait une radio du cerveau et une radio de l'intestin, ce qui prouve bien, et c'est parfait, c'est que quand vous l'avez amenée, elle était totalement normale, puisqu'on a essayé de vous faire croire qu'elle était comme ça depuis bien longtemps et que c'était votre faute. Donc non, on a bien des examens, Samantha était parfaitement normale. On a une déshydratation et on a du personnel médical, appelons-le comme ça, qui pendant des heures ne va rien faire, ce qui veut dire que le poids de Samantha va baisser, puisque les liquides sont évacués par les extrémités, si je puis dire. Elle va perdre 10% de son poids, donc la masse de sang diminue, les globules rouges diminuent, et comme ils transportent de l'oxygène, le cerveau ne va plus avoir la quantité suffisante. Il y a une anoxie cérébrale qui va toucher définitivement le cerveau de Samantha. Donc les experts, les derniers, disent que si on avait pris à temps et si on avait hydraté... Écoutez, je vous prends lis un résumé. simplement deux lignes. Les conditions de la surveillance du nourrisson après 0h30, on est bien d'accord, n'ont pas été conformes aux règles de l'art. La détérioration de l'état d'hydratation peut être extrêmement rapide et sont les conséquences de l'atteinte neurologique de Samantha. Il n'y a pas plus clair. Nous allons maintenant essayer de donner la parole à cet hôpital et aux personnes concernées pour qu'elles puissent nous donner leur vérité, ce qui est tout à fait normal pour la bonne objectivité de cette émission, et ensuite voir comment on peut abréger le calvaire et les souffrances de ce monsieur, de sa compagne, des enfants, frères et sœurs, et surtout de cette petite. C'est notre premier coup de fil. Afin de connaître la position de l'hôpital dans cette délicate affaire, nous cherchons à joindre le directeur adjoint aux affaires juridiques. C'est son assistante qui nous répond. Allô? Oui, allô? Il faut que vous appeliez le service de communication de notre institution. D'accord, on va les appeler. D'accord, voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Nous nous tournons vers le service communication qui nous invite à son tour à joindre la direction de la communication. En ligne, une responsable à qui nous confions le drame de Samantha. Cette personne semble découvrir cette terrible histoire vieille de 12 ans. Au vu des expertises faites par des experts parisiens réputés et qui sont quand même assez accablantes, ce monsieur ne comprend pas pourquoi on le met au tribunal et au tribunal et au tribunal, et sa vie étant déjà quand même gâchée, Oui, voilà. Oui. Mais les procès, c'est lui qui les attente.
Ah mais ils les attendent, madame, parce qu'on ne fait rien. Oui, si vous voulez, si on lui avait dit, monsieur... Il a demandé le dossier médical, il a demandé à rencontrer les médecins et on l'a reçu. Et voilà, donc avant qu'il y ait au moins parlé d'indemnisation, que quelqu'un lui explique ce qui s'est passé. Et ça, personne ne l'a fait. Non. C'est curieux. Parce que la petite est restée 8 heures, visiblement, d'après les rapports d'expertise. Je me tourne vers un médecin qui est à mes côtés, sans qu'on l'hydrate. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucun examen particulier, on n'a fait aucune prise en charge correcte pendant de 0h à 7h du matin. Donc pendant plus de 7 heures, on l'a laissé se déshydrater complètement avec des lésions irréversibles au niveau du cerveau. Ah ouais, c'est terrible ça. Dans un instant, la suite de notre enquête dans les différents services de l'hôpital. Et nous ne serons pas au bout de nos peines. Bon, à qui doit-il s'adresser pour savoir ce qui est arrivé à sa fille qui est handicapée à 80%? Nous assisterons Eric dans son combat. Nous interpellerons la direction de l'hôpital. Je ne crois pas qu'en France, en 2006, quand un bébé de 2 mois arrive et qui ressort handicapé à 80% parce qu'il n'y a eu aucun soin, je ne peux pas croire que le directeur ne prenne pas son téléphone pour au moins s'expliquer avec le père. Nous nous appuierons sur le rapport d'expertise pour défendre ce papa. Vous voulez que je vous lise le rapport d'expertise à l'antenne? Vous voulez qu'on le lise? Je l'ai sous les yeux. Là. Eh ben alors, voilà, on l'a inventé. Pour Samantha et son père, c'est une question de justice. Seront-ils entendus? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Eric et sa compagne Ingrid. La fille d'Eric, Samantha, est handicapée à plus de 80%. À l'origine de ce drame, une probable erreur médicale. C'était il y a 12 ans. Eric, depuis, cherche désespérément réparation et soutien de la part de l'hôpital présumé responsable. En ligne, la direction du service communication qui semble découvrir la terrible histoire de Samantha. On l'a laissé se déshydrater complètement avec des lésions irréversibles au niveau du cerveau. Ah ouais, c'est terrible ça. Écoutez, on va faire une petite enquête là, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout au courant. Mais je vais voir et j'essaie de trouver un responsable qui puisse vous parler de ça. Maître Michel. Est-ce que vous pourriez également, madame, voir avec votre direction pour une autre démarche? C'est qu'il y a un rapport d'expertise qui chiffre le préjudice de cette jeune fille, enfin de cette fillette encore. Est-ce que, sans même attendre que ça vienne à plaider devant la cour administrative, qu'on envisage de verser une première somme? En 12 ans, il n'y a pas eu 1 centime de versé aux parents. Ouais, c'est incroyable. Notre interlocutrice sensible au cas de Samantha décide d'ouvrir une enquête interne. Entre-temps, nous en profitons pour joindre l'assureur de ce groupe hospitalier afin de l'alerter quant à cette situation qui dure depuis 12 ans. L'assureur prend note de notre intervention. En fin de journée, nous décidons de rappeler notre interlocutrice. En ligne, c'est finalement le directeur de la communication en personne qui nous répond, bien qu'il ne se présente pas comme tel. Est-ce que je peux vous renseigner ? Alors, écoutez, monsieur, je veux bien. Vous n'êtes pas au courant du tout du but de mon appel parce que je l'ai eu ce matin. Là, c'est sur un gros dossier dans le cadre de l'émission de télé. Je veux bien tout vous réexpliquer, monsieur, mais là, ça risque d'être long. Elle a passé la journée, normalement, à travailler sur ce dossier. Oui, écoutez, il me semble savoir de quoi il s'agit, oui. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer. J'ai pu la croiser, oui. Bien. Alors, qu'en est-il concernant cette petite fille? Est-ce que vous avez pu, et les expertises que nous avons eues? Mais oui, je ne suis pas habilité de toute façon pour vous répondre dans la mesure où, bon, effectivement, je connais pas l'ensemble du dossier. Alors, qui est habilité, monsieur? C'est une affaire complexe, mais écoutez, le juge. Le juge? C'est-à-dire que quand quelqu'un vient à l'hôpital, s'il veut des explications, il faut qu'il aille voir le juge. Parce que là, j'ai un père à côté de moi, monsieur, qui a amené... Non, mais je vous explique. J'ai un père qui a amené son bébé de 2 mois. Et ce bébé est ressorti handicapé à 80%. Et ça fait 12 ans maintenant qu'il attend, c'est même pas une question d'argent, des explications. Il y a un rapport d'expertise qui est accablant, qui dit qu'il n'y a eu aucun soin. Et donc, il faut qu'il s'adresse au juge. C'est comme ça, la médecine française? Non, pas du tout. Ah, c'est ce que vous m'avez dit, monsieur. Ne me faites pas dire ce que je ne... Alors, à qui s'adresse-t-il pour savoir ce qui est arrivé à sa fille, monsieur? Prenez au vol sur un dossier qui est complexe. Non mais monsieur, soyons très clairs, monsieur. Vous me dites que vous n'êtes pas au courant. La souffrance d'un père. Alors à qui s'adresse-t-il, monsieur? C'est terrible. À qui? Parce que moi j'ai appelé tout à l'heure le directeur adjoint des affaires juridiques qui m'a dit c'est la direction de la communication. Je tombe à la direction de la communication sur une dame qui me dit monsieur Courbet, je compatis, ce n'est pas normal. Attendez, laissez-moi finir, monsieur. Laissez-moi finir, monsieur. Cette dame, maintenant je tombe sur vous, vous me dites je ne suis pas au courant du dossier. Après je vous dis attendez, c'est pas possible.
dites oui, finalement je suis au courant du dossier, et vous me dites après qu'il faut que j'appelle le juge. Non mais légalement c'est bien de laisser... Je ne vais pas parler, monsieur Courbet. Légalement, monsieur, bon, laissez tomber, monsieur, on va appeler la direction directement et on va se rendre sur place. Demain, un journaliste de l'émission va venir et on va parler à la direction parce que de toute façon, vous n'êtes pas au courant du dossier. Mais je suis au courant du dossier. Mais vous n'avez pas le droit de parler. Mais c'est pas que je n'ai pas le droit de parler. Heureusement, nous sommes en démocratie. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce père? Il vous écoute. Ce que je peux lui dire, c'est que il y a eu des rapports d'expertise qui malheureusement sont avérés contradictoires, etc. Et que non, monsieur, il n'y a pas une contre-expertise. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, je ne peux que m'associer. Il n'y a pas eu de contre-expertise, monsieur, c'est une expertise et une expertise de complément. Après, moi, j'ai demandé une autre expertise. Il n'y a pas eu d'expertise contradictoire. Maintenant, comme vous avez employé tout à l'heure le mot légalement, j'ai le droit d'avoir des réponses. Légalement, j'ai le droit de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Et légalement, on doit me répondre, monsieur, comme vous avez dit tout à l'heure. Je ne vais pas... Ne me dites pas, monsieur, que vous comprenez ce que je ressens, ce que je pense. Ce n'est pas une demande légitime, monsieur. Non, mais monsieur, je pense que vous n'avez pas d'enfant handicapé, monsieur. Je pense que vous ne savez pas ce que c'est de vivre ça. La réponse, on lui a donné? Non, je ne peux pas... La vérité, ce n'est pas moi qui la détiens. Et qui la détient? Si je le savais, je vous le dirais. C'est médical, ma foi. Bon, monsieur, en tout cas, prévenez votre directeur officiellement que nous le patron, le numéro 1, et qu'il me dise clairement, car vous n'êtes pas habilité à le faire, car vous n'êtes qu'à la communication, que le patron, moi je veux entendre le patron me dire, je ne parle pas à ce monsieur-là, il verra avec le juge. Je veux l'entendre parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'en France, en 2006, quand un bébé de 2 mois arrive et qui ressort handicapé à 80% parce qu'il n'y a eu aucun soin, je ne peux pas croire que le directeur ne prenne pas son téléphone pour au moins s'expliquer avec le père. C'est tout. Vous qui dites qu'il n'y a eu aucun soin, je veux dire, c'est là où justement... Alors, vous voulez que je vous lise le rapport d'expertise à l'antenne? Vous voulez qu'on le lise? Je l'ai sous les yeux, là. Eh ben alors, voilà, on l'a inventé. C'est le second rapport d'expertise. Eh ben oui, alors, il est pas bien le second? Monsieur, est-ce que quelqu'un, c'est ma dernière question, est-ce que quelqu'un de l'hôpital, un dirigeant de l'hôpital, peut parler à ce monsieur, aujourd'hui ou demain? Écoutez, il vient quand il veut, il sera reçu par le directeur de... Bon, allez, Banco, il vient, allez, donnez-moi un rendez-vous. Écoutez, il peut venir quand il veut. Non, dites-moi, donnez-moi un rendez-vous, quand? Écoutez, s'il peut être de là demain, qu'il vienne demain. Demain, je l'envoie, demain, on l'accompagne, on rentrera pas, on les laissera discuter seuls avec le directeur, on l'accompagne, demain, une équipe, comme ça, monsieur, est-ce que vous avez envie de parler au directeur? Courbet, vous pourrez rentrer également. Ouais. Bon, ça marche. Il n'y a pas de... Banco. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Le lendemain matin, notre équipe prend la direction du sud de la France. Sur place, nous retrouvons Eric. Il a mal dormi. Toute la nuit, il s'est repassé le film de ces 12 dernières années. Et aujourd'hui, il espère bien obtenir des réponses aux questions qui le hantent. Pourquoi il y a eu cette erreur médicale? Est-ce qu'on aurait pu enrayer cette erreur médicale? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette erreur médicale ait eu lieu? Je veux dire, c'est ces questions que je me pose. Beaucoup d'espoir dans ce rendez-vous. Mais dès notre arrivée, une mauvaise surprise nous attend. Plus question de filmer l'entretien. L'hôpital aurait-il des réticences à jouer la carte de la transparence? Il n'était pas convaincu du tout qu'il y ait un tournage ou quelque chose comme ça. Donc il n'y aura pas d'image. Notre entretien avec ce directeur du service usagers et droits des malades sera donc enregistré en caméra cachée. Le rendez-vous va durer presque 2 heures. C'est la première fois qu'un être de chair et de sang prend en considération ce père brisé. La douleur de cette famille est enfin entendue. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me déplace, pas pour jugement, pas pour essayer d'accabler qui que ce soit, mais pour avoir des réponses. Elle était où? Il s'est passé quoi? Elle est décédée dans la chambre, elle est décédée en bas, elle n'est pas décédée, il s'est passé quoi? Moi ce que j'aimerais c'est quelqu'un qui a la figure, le courage et l'humanité de me dire, monsieur Bessier, votre fille n'a pas de chance, il s'est passé ça à tel endroit, elle a été à tel niveau, on l'a vite perfusée, et de là elle a été transférée en réanimation, parce que c'était terminé. Très vite, notre interlocuteur propose de fournir le dossier médical de Samantha. Une grande victoire pour Eric. En 12 ans de combat, il n'avait jamais pu obtenir de copie de ce document. Quant à l'absence de perfusion, geste simple qui aurait suffi à sauver la fillette, c'est une énigme. L'homme en face de nous cache difficilement son embarras. Je suis capable de voir ça là-dessus. C'est ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi les personnels médicaux qui sont là-bas, qui reçoivent, c'est la spécialité de recevoir des enfants malades, puisque c'est un hôpital spécialisé à enfants malades. Pourquoi ils n'ont pas eu ce réflexe-là, je suis incapable de vous le dire. Toutes les questions d'Eric ne trouveront pas de réponse aujourd'hui,
Mais notre interlocuteur s'engage à mener son enquête et le tenir rapidement informé. Pour la première fois depuis 12 ans, Samantha a cessé d'être un numéro de dossier. Bon, ce que vous avez vécu... Ouais, je ne souhaite même pas mon périmètre. Je dirais que personne ne peut vous apporter, je dirais, les paroles qui gommeront ce truc. Tout à fait. Et malheureusement pour la gamine, pour Samantha, elle, c'est... Ah, elle est en centre placée. Voilà, c'est terrible. L'homme est convaincu que l'hôpital sera lourdement condamné en appel. Il nous affirme qu'en aucun cas l'établissement ne contestera le verdict, quelles que soient les sommes en jeu. Un rapport de confiance semble s'établir. Bien sûr, rien ne viendra refermer les blessures, mais pour la famille de Samantha, c'est déjà un grand soulagement. J'ai une personne en face de moi un peu plus humaine que les autres, un peu plus ouverte, un peu plus prête à me répondre. Et surtout, il m'a vraiment donné l'impression de vouloir savoir un peu ce qui s'était passé dans ce dossier. Un rendez-vous en 12 ans que j'ai jamais eu. Il faut que 12 ans après, avec un appui, on puisse savoir quelque chose pour partir, ce qui est beau. Quelques secondes se sont écoulées pour vous, plusieurs mois pour nous, puisque nous avons commencé cette enquête avant l'été et nous la continuons maintenant à la rentrée, ce qui explique aussi que nous n'avons pas les mêmes tenues. Nous accueillons maintenant sur ce plateau une nouvelle fois Eric et sa nouvelle compagne Ingrid. À l'issue de ce rendez-vous, Eric a pu enfin avoir accès au dossier médical de sa fille. De plus, il a reçu une lettre d'excuse de l'hôpital. Eric nous rejoint pour nous faire part d'autres bonnes nouvelles. Bonsoir Eric, bonsoir Ingrid. Merci d'être de nouveau présent sur le plateau de Sans Aucun Doute après cette longue lutte que nous avons menée ensemble et que vous avez surtout menée. L'été est passé et il s'est justement passé des choses. Racontez-nous, qu'avez-vous à nous annoncer ce soir? Une bonne nouvelle, puisque ça y est, l'erreur médicale a été reconnue. Ça, c'est une première bonne nouvelle parce que, au-delà de l'indemnisation, vous vouliez que l'on reconnaisse ça. Tout à fait, ça a été reconnu. Donc ils ont indemnisé aussi la petite, d'un montant quand même de 720 000 euros. 720 000 euros. Alors, attention, une nouvelle fois, les téléspectateurs ont suivi toute cette enquête, mais les 720 000 euros, c'est pas pour aller vous acheter des voitures de sport ou partir sous les tropiques, c'est parce qu'on vous en avait besoin pour la petite. Et c'est juste une provision. C'est une provision. Parce qu'en fait, dans 6 ans, ça va être encore remis à jour pour savoir exactement combien doivent dédommager la petite. Qu'est-ce qui va changer dans le quotidien de la petite avec ces 720 000 euros? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, mon but, c'est d'essayer de lui faire avoir un terrain à son nom, avec une maison à son nom, adaptée à son handicap. Et qu'elle ait des personnes aussi qui puissent s'occuper d'elle en cas où nous on sera plus là, je veux dire, et qu'elle ne reste pas dans un autre endroit spécialisé, quoi. Alors, y a-t-il d'autres nouvelles? Donc, ce n'est qu'une provision, ce qui veut dire que l'argent, il y en aura encore? Dans 6 ans. C'est une nouvelle vie là, qui va démarrer? Un soulagement. Si vous voulez, c'est comme une maladie qu'on a en soi. Et là, du jour au lendemain, en fait, ça s'est enlevé. J'ai été fatigué, mais soulagé. Soulagé que ce soit enfin terminé, qu'on ait reconnu que c'était une erreur. C'est un grave poids en moins. Allez, applaudissements pour le papa courage, pour sa compagne et pour cette petite fille. Merci, docteur Courtois, et merci à nos avocats qui ont participé à ce dossier. Je voudrais remercier quand même, si je peux, remercier quand même toutes les personnes qui ont connu ce dossier, qui m'ont aidé à monter tout ce dossier, les personnes aussi qui sont sur Internet avec moi, je pense aux d'Anarchie et au BAD, ils se reconnaîtront. Et merci aussi à toute l'équipe. Et je tiens à dire à tous ceux qui doutent de votre émission, parce que j'ai eu des échos comme quoi il y a des gens qui pensent que c'est du faux. Je vous affirme que c'est vrai et cette histoire va passer, vous pouvez vérifier. Écoutez, je vais vous dire une chose, si c'était faux, ça serait particulièrement odieux de faire croire qu'il y a une petite fille handicapée, etc. Évidemment, ce ne sont que des vrais cas, des vraies personnes. Monsieur, vous avez la gentillesse de le dire. C'est pour ça que je me permets d'affirmer que c'est bien réel. Ça a aidé, parce que je pense que si j'avais pas eu la télé derrière, mon histoire ne serait pas passée en un mois, alors qu'avant ça passait tous les 4 ans. Donc je vous dis encore merci à tous. Et merci à vous. Continuez comme ça. Merci, monsieur. On raccompagne Eric Ingrid. Merci à notre journaliste Laurence Loventhal pour son travail et au docteur Courtois.